notre invité du jour, qui est Maurizio Lazzarato, ici présent, qu'on a invité bien sûr parce que pour préparer ce séminaire, on a lu un livre qui nous est apparu à la fois important, assez proche de nos questionnements, très ancré aussi dans une situation qui est celle d'aujourd'hui, disons des récents événements liés à la crise de 2008 qui ont en quelque sorte trahi certains aspects du fonctionnement, disons, de la monnaie, de l'État, de la finance, et ont montré à quel point la dette était importante. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité l'inviter, en lui proposant d'abord de parler du bouquin qu'il avait écrit, de le réexposer pour vous. Je crois qu'il va faire quelque chose d'un petit peu différent parce que depuis La fabrique de l'homme endetté, donc si vous ne l'avez pas encore lu, le voilà, depuis ce moment-là, Maurizio Lazzarato a écrit un autre livre et c'est en partie de cela qu'il va vous parler, mais c'est la suite et un approfondissement de ce qui était déjà, de certains aspects déjà présents dans ce bouquin. Et je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose, mais quand même un tout petit peu. Maurizio Lazzarato, vous êtes sociologue, pas seulement philosophe, mais aussi sociologue. Et donc vous êtes aussi connu de la communauté des philosophes et des gens qui s'intéressent aux sciences sociales pour un livre que vous avez consacré à Gabriel Tarde, en 2002, je crois. Et puis, pour ceux qui ont suivi la revue Multitude, je peux dire que vous avez collaboré à Futur Antérieur, qui était un peu l'ancêtre de Multitude, puis vous avez participé à la fondation de la revue Multitude, à laquelle vous ne participez plus aujourd'hui. Mais ça a été un moment important pour certains d'entre nous qui lisaient cette revue, au moins à ses débuts, et voilà. Et puis, je dirais que dans votre travail, vous avez peut-être été un de ceux qui ont le plus approfondi la notion de capitalisme cognitif. Et dans votre livre sur la fabrique de l'homme endetté, vous dites vous-même que vous avez dû opérer un déplacement, parce qu'au fond, les transformations sociales d'aujourd'hui vous semblaient devoir être pensées plutôt du point de vue de la dette que celui de l'économie de l'immatériel, où il me semble qu'en tout cas, vous avez pensé qu'il y avait un déplacement important à faire. Peut-être que vous en direz un mot si vous en avez l'occasion. Voilà. Je vous cède la parole. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, je vais faire une précision par rapport à cette histoire du capitalisme cognitif. Donc, en réalité, j'ai travaillé beaucoup, il y a 20 ans, sur le concept de travail matériel, mais en réalité, je n'ai jamais adhéré à la théorie du capitalisme cognitif. Une des raisons pour lesquelles je suis sorti de la revue Multitude, c'est par rapport à cette histoire du capitalisme cognitif. Mais ce n'est pas très important. Voilà. Et j'expliquerai éventuellement pourquoi. Donc, il y a 20 ans, je pense que cette histoire de travail matériel, c'était important. Donc, on a commencé à travailler autour du concept de travail matériel à la fin des années 80. On a publié les premiers textes en 90, donc ça fait 20 ans. À l'époque, c'était important de faire. Maintenant, je pense qu'il y a des limites dans cette théorisation, mais voilà. Aujourd'hui, je vais parler plutôt de reprendre cette histoire de la dette. Donc, si vous voulez, après, dans la discussion, je peux reprendre quelques concepts que j'ai développés dans les premiers livres, La fabrique de l'homme endetté. Là, je viens de sortir un qui était publié en italien, il n'est pas encore sorti en français, qui s'appelle Le gouvernement de l'homme endetté. Et donc, c'est plutôt sur les techniques de gouvernement qui sont un acte pendant la crise. Comment, une fois que la crise a été déclenchée, autour de la dette, les techniques de gouvernement. Là, je vais essayer de traiter seulement des questions que j'ai tirées du chapitre 12 de ce nouveau livre. Un concerne la monnaie par rapport à la dette, et l'autre, toujours, le concept de dette infinie. Donc je vais le faire de façon un peu en passant par l'analyse d'une situation concrète, donc de l'université américaine, comment elle marche, comment on fabrique de la dette. Comment les universitaires américaines sont endettés, pourquoi sont endettés, qu'est-ce qu'ils représentent comme subjectivation, etc., etc. Et éventuellement, si vous êtes intéressé, apparemment, ce que tu viens de m'expliquer un peu, vous êtes intéressé à la théorie peut-être de la théorie monétaire d'Orléans et à l'État, je vais reprendre ça aussi. Donc ça, c'est une théorie importante, c'est le seul économiste qui traite les problèmes de la monnaie en partant de la dette, parce que normalement les économistes ne font pas ça. Donc, j'ai travaillé sur
sur leur théorie, je peux dire deux choses. Une partie est là-dedans, une autre partie, c'est un autre chapitre, c'est un nouveau livre, mais je peux vous résumer éventuellement de façon précise cette histoire de l'État-Orléans. Donc, je vais commencer avec trois énoncés. Donc, de trois savants, un philosophe, un anthropologue et un économiste sur la dette. Alors, ces trois savants ont comme théorie, affirment les trois en même temps, affirment que la monnaie, l'échange et les marchés nous ont libérés de la servitude des relations personnelles dont la dette est le paradigme. La liberté néolibérale et aussi la liberté néolibérale, en réalité, c'est une liberté de la dette, selon ces trois savants. Bon, ces trois savants sont des gens connus, hein, je ne les cite pas parce que c'est un peu... Ça m'est arrivé, j'ai fait cet exposé à Berlin, donc je n'avais pas cité les trois savants, mais un était parmi les gens qui écoutaient, donc il s'est reconnu, c'est moi. Et c'est l'anthropologue. Qui soutient ces choses, et ils ont écrit ça après 2008, donc c'est très étonnant. Donc soutenait cette théorie selon laquelle les marchés nous libèrent de la dette. Je commence par l'économiste, je vais vous lire la citation de l'économiste. Hein? C'est un type même de gauche si vous voulez. Je commence par l'économiste, vous savez, l'économie est l'origine et le modèle des sciences sociales, donc on commence par l'économiste. Alors, ce type dit, d'où vient la liberté économique des hommes, la liberté du marché? Point d'interrogation. De la possibilité qu'ils ont de se libérer des dettes qu'ils avaient contractées auprès des puissances féodales, des dettes personnelles qu'ils avaient des vassals à suzerains ou du serf à maître. L'abstraction de la dette, rendue possible par la généralisation de la monnaie, libère les hommes des liens personnels. La dette devient transférable, peut circuler. C'est le sens même de l'économie monétaire. Le capitalisme invente un système égalitaire où de plus en plus d'individus ne doivent rien à personne. Le marché est donc un extraordinaire système d'abstraction, de transférabilité et de liquidation de dettes. Donc je vous fais remarquer là les deux mots, la fin, transférabilité et anonymat, sont deux choses qu'après on va voir. En réalité, au lieu de, dans la crise de la dette qu'on va voir, dans la crise financière, ont été deux éléments qui ont augmenté et accéléré la crise financière. Donc transférabilité et anonymat. Que ces messieurs, par contre, considèrent comme des éléments de libération de la dette. Dans la crise des subprimes, on va voir tout à l'heure, le gros problème, c'est l'anonymat et la transférabilité des dettes. Écoutons à présent l'anthropologue. Son étude de société archaïque devrait lui avoir appris que la dette, historiquement, précède l'échange. Parce qu'on sait maintenant que l'échange vient beaucoup plus tard que la dette. Donc, l'anthropologue dit, on peut se demander si tout l'énorme mouvement de l'économie moderne n'est pas en définitive le dernier et le plus radical moyen d'en finir avec les dieux, d'en finir avec les dons, d'en finir avec la dette. Donc là, c'est un autre point de vue. Toujours cette histoire. Les marchés libéraux, le capitalisme nous libère de cette dette comme relation personnelle. Donc l'économie nous libère non seulement de la dette économique, mais aussi de la dette originaire, de la dette primordiale, de la dette dédiée envers les puissances surnaturelles. C'est ce que l'anthropologie va soutenir. Je termine avec le philosophe qui produit une apologie du marché et de la monnaie et nous offre enfin une définition aboutie de ce que nous sommes. L'individu moderne, selon lui, est l'individu souverain libéré de tous les liens, de toute dépendance. Alors, dans une société, ça c'est une citation toujours de, ça c'est le philosophe, c'est un épistémologue très connu. Dans une société non monétaire, je n'ai des créances que sur les proches à qui j'ai rendu un service gratuit. Lorsqu'en revanche, j'ai fourni un service marchand, donc monétaire,
celui qui en bénéficie est, par son paiement, immédiatement libéré de toute dette à mon égard. Vous voyez la logique qui soutient les trois savants, c'est ça. Hein? L'argent qu'il me donne constitue bien une créance, mais sur un autrui parfaitement anonyme et abstrait, à qui rien ne me lie, qui ne soit de l'ordre de la gratitude, de la reconnaissance de la dette. Débarrassé de tout poids psychologique et moral, l'échange peut prendre son essor rationnel, efficace et libre. Alors vous avez compris comment, du point de vue c'est très simple, hein, c'est que la monnaie permet effectivement de n'avoir aucun rapport de relations personnelles avec autrui, parce qu'avec la dette elle est transférable à tout le monde, hein, donc voilà. Nous apprenons donc à être libres, non seulement du point de vue économique, non seulement du point de vue religieux, mais aussi du point de vue moral et psychologique. Avec toutes ces libertés, nous sommes voilà enfin devenus chacun des individus accomplis. Ces trois savants, donc je vais, avant de répondre à ces trois savants qui énoncent une vérité qui est un peu contre-intuitive, je vais passer par l'université américaine et je vais dire pourquoi maintenant. A priori, nous avions jusqu'à maintenant l'impression que la dette, au lieu de disparaître, est omniprésente, tant dans les discours sur la dette privée, les dettes souveraines, le remboursement de la dette, la culpabilité des débiteurs envahissent sans relâche les médias et influencent nos comportements depuis 6 ans. Alors, je vais parler de l'université américaine pour différentes raisons. Une des principales, c'est que 2 de ces 2 savants enseignent dans l'université américaine. Alors, l'université américaine est très intéressante parce que c'est le modèle même de la société de la dette, si vous voulez. Ce temple de la transmission et de la production du savoir occidental est aussi le modèle de l'entreprise financière et de l'économie de la dette, et ce, à plusieurs titres. L'université américaine présente d'une part la concrétisation idéale du rapport créancier-débiteur, et d'autre part, l'étudiant américain incarne parfaitement la condition de l'homme endetté en exprimant de façon paradigmatique pour l'ensemble de la société les conditions de subjectivation de l'économie de la dette. Et donc, bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais la situation des États-Unis est complètement différente de celle de la vôtre. Quoi. Le problème, ils voudraient importer le problème, c'est comment ils essayent d'importer ce modèle en Europe. Un rapport de l'antenne de New York de la Fed, de la Federal Reserve, sur la dette des ménages aux États-Unis, a rendu récemment publiques les données sur l'endettement des étudiants américains. Au 31 mars 2012, le total des sommes empruntées pour financer les études s'élevait à pratiquement à 1000 milliards. Ces chiffres, donc ces 1000 milliards de dollars qui sont empruntés par les étudiants américains. Ces chiffres correspondent à peu près à plus de la moitié de la dette publique de l'Italie et de la France. Pour une dette beaucoup moins importante, l'Union européenne et le FMI n'ont pas hésité à mettre en pièces la Grèce, qui connaît aujourd'hui la 6e année de récession. On impose pour des sommes comparables, ou même inférieures, la récession, l'austérité, le sacrifice, le chômage, la pauvreté à des millions de citoyens des pays endettés. Aux États-Unis, les 2 tiers des diplômés sortent endettés de l'université. L'autre tiers, il ne sort pas endetté parce qu'il est riche. Donc c'est ça. C'est pour ça que c'est le modèle de la société de la dette, parce qu'il y a un petit nombre de gens qui ne sont pas endettés parce qu'ils sont créanciers, office de créanciers, et la majorité, par contre, sont des gens endettés. Donc c'est le modèle parfait. Donc c'est très, je trouvais particulièrement joli cette histoire que le temple du savoir occidental soit l'exemple même du fonctionnement de la dette. Le nombre de personnes qui se sont endettées pour terminer leurs études est aujourd'hui de 37 millions. On s'endette avant de rentrer dans le marché du travail et on s'endette pour la vie. La Fed, donc toujours cette étude de la Fed, rappelle que si les emprunts immobiliers demeurent aux États-Unis les premiers postes d'endettement par foyer, les prêts aux étudiants sont devenus le 2e poste d'endettement des ménages américains en 2010.
avant les emprunts contractés par la carte de crédit. Alors maintenant, je vais essayer, effectivement, il n'y a pas meilleure de préparation, dressage de l'individu que la dette pour rentrer dans le marché du travail. Donc on rentre endetté, on est endetté avant de commencer à travailler. Je trouve que c'est une idée géniale du point de vue néolibéral. Alors je vais essayer de d'énoncer toute une série de catégories que j'ai mis là-dedans, hein, mais en passant par cette histoire de comment ça marche dans l'université américaine. Créanciers et débiteurs. Le groupe social des étudiants américains représente l'idéal de la société financiarisée. Il est constitué d'une majorité de débiteurs, d'une minorité de riches fils de créditeurs. Dans la fabrique du savoir, la division des classes ne passe pas plus par l'opposition entre capitalistes et salariés, mais entre débiteurs et créditeurs. C'est un modèle que les élites capitalistes voudraient étendre à l'ensemble de la société. Deux de ces savants cités précédemment enseignent dans les universités américaines devant un public composé d'endettés et des fils des riches créditeurs que la dette est finalement en train d'être grâce à la monnaie, à l'échange et au marché. Cette histoire, ça me paraît particulièrement cocasse. J'ai parlé avec un anthropologue, il a dit non, c'est pas comme ça, mais bon, moi je pense que c'est vraiment incroyable que ce monsieur enseigne cette chose devant un public constitué de créditeurs et créanciers. Cette cuistrerie aveugle à ce qui est évident donne une bonne idée de l'état des sciences sociales sous l'hégémonie culturelle du néolibéralisme dans les universités. L'endettement des étudiants manifeste de façon exemplaire la stratégie néolibérale appliquée depuis les années 70. Ça, c'est ce que j'ai déjà écrit ici. Les remplacements des droits sociaux, droit à la formation, à la santé, à la retraite, etc., par l'accès au crédit, c'est-à-dire par les droits de contracter des dettes. Non plus mutualisation des cotisations pour la retraite, mais investissement individuel dans les fonds de pension. Non plus augmentation salariale, mais crédit à la consommation. Non plus sécurité sociale, mais assurance individuelle. Non plus logement, mais emprunt immobilier. C'est ce qui s'est passé. La stratégie néolibérale, c'est fondamentalement ça. C'est remplacer ce que je viens de dire par les crédits. Donc crédit et dette, c'est la même chose. Et la finance, fondamentalement, qu'est-ce que c'est la finance? C'est acheter de la dette, vendre de la dette, gérer de la dette, assurer de la dette. C'est fondamentalement ça. Ou bien vous mettez crédit à la place, mais c'est la même chose. Et quand les gens vous disent que la dette, c'est la faute c'est notre faute parce qu'on veut trop travailler, on ne veut pas suffisamment travailler, on veut se soigner trop et tout ça, c'est faux. C'est-à-dire que le cœur, le moteur du néolibéralisme, c'est la dette. Ça marche seulement parce qu'il y a la dette. Autrement, la finance n'a pas raison d'exister. Donc c'est un mécanisme qui a démarré comme ça, depuis la moitié des années 70. Et ça s'appelait crédit à l'époque. C'est quand le crédit s'est fondé qu'a émergé cette histoire de la dette, mais c'est la même chose. C'est le processus d'individualisation des politiques sociales, parce que c'est ça qui se produit. C'est que vous êtes en train d'un changement radical du welfare state ou de l'État-providence. Les dépenses de formation à la charge complète des étudiants, parce que c'est ça qui s'est passé, c'est que toutes les dépenses de l'État maintenant sont à la charge des étudiants, permettent de libérer des ressources que l'État s'empresse de transférer aux entreprises et aux ménages les plus riches à travers notamment la réduction des impôts. Donc, le déficit de l'État est dû fondamentalement à ce processus-là, la réduction des impôts. Les vrais assistés ne sont plus les pauvres, les chômeurs, les malades, les femmes célibataires, mais les entreprises et les riches. Ça, je pense que c'est vrai. Vraiment, il faudrait commencer les traiter d'assistés. Alors, ça c'est le premier point. Donc, le deuxième, c'est la bulle et de la dette étudiante. On peut continuer à utiliser l'université américaine pour comprendre le fonctionnement de la dette. Aux États-Unis, on commence à parler à propos des prêts étudiants d'une bulle comparable à celle des subprimes.
ces prêts hypothécaires à risque dont l'éclatement en 2007 avait plongé les États-Unis et le monde en récession. En effet, plus du tiers des dettes étudiantes ont été titrisées, c'est-à-dire regroupées puis cédées à des investisseurs sous forme de produits dérivés. Vous savez comment ça marche ces dispositifs. Hein? La dette, fondamentalement, la dette de subprime, c'est ça. Les dettes ont été transformées en titres, hein, et vendues. Et les banques les ont achetées, hein, surtout les banques européennes. Donc, vous avez acheté une maison, avec un emprunt. Cet emprunt a été mis ensemble avec d'autres emprunts et ça a donné un titre. Et ces titres ont été, à leur tour, c'est ça, la mention des nouvelles techniques de financiarisation, ont été vendus. Donc les gens ont acheté, les banques, fondamentalement européennes, surtout les banques allemandes et françaises, ont acheté ces titres, sans savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc l'origine de la crise, c'est ça. Et il est en train de se reproduire exactement de la même chose. C'est-à-dire la dette des étudiants, elle est titrisée de la même façon. Et fondamentalement, les grands mécanismes financiers, la grande idée qu'ils ont eue, les néolibéraux, c'est de transformer les dettes en titres. Et donc, de pouvoir les faire circuler, l'évaluer, on peut spéculer sur les dettes transformées en titres. Or, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit ces deux mots qui ont été utilisés par l'économiste en disant que c'était la transférabilité et l'anonymat qui nourrit la dette. Or, c'est exactement ces deux problèmes, donc la transférabilité et l'anonymat, qui se révèlent être non pas la cause de la disparition, mais de la diffusion et de la multiplication des dettes. Les dettes contractées pour acheter les maisons aux États-Unis, les célèbres subprimes, transformées en titres négociables, furent en effet transférées à une multiplicité de banques et d'institutions financières. Ces transferts furent précisément le véhicule de l'infection de la dette et son multiplicateur. L'anonymat aggrava encore la crise lorsqu'il apparut patent que nul ne savait quelle banque détenait des titres pourris et en quelle quantité. Donc vous voyez les deux choses qui disaient que c'était l'origine de la libération de la dette, la transférabilité et l'anonymat, sont celles qui ont été à l'origine de la crise. D'un côté parce qu'on l'a transféré, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait. Dans les titres, il y avait plusieurs dettes, mais ce n'était pas nommé spécifiquement. Donc, mais encore maintenant, on ne sait pas très bien combien de titres pourris il y a dans les banques et tout ça. Je continue. Donc ça, j'ai traité de façon plus... J'ai fait un résumé là. Un autre petit chapitre, toujours à propos des étudiants, c'est contrôle, subjectivité et temps. La dette constitue une nouvelle technique de pouvoir. Si vous voulez, une technique de pouvoir non plus disciplinaire, mais sécuritaire. Je parlais comme Michel Foucault. Le pouvoir de contrôle et de contrainte sur le débiteur ne vient plus de l'extérieur comme dans les sociétés disciplinaires, mais du débiteur lui-même. C'est ça fondamentalement le grand processus de changement de relation de pouvoir. L'étudiant contracte ses dettes de son propre chef. Il devient ensuite, à proprement parler, comptable de sa vie. Et pour le dire dans les termes du capitalisme contemporain, son propre manager. Il devient capital humain, si vous voulez. Hein? C'est ça, transformer l'individu en entreprise individuelle, ça veut dire ça. Hein? Vous avez contracté une dette, vous devez vous comporter exactement comme une entreprise. Vous avez calculé combien d'argent vous gagnez, combien d'argent vous investissez, combien d'argent donc, par exemple, en dette, et comment vous allez la rembourser. C'est vraiment introduire dans la logique de l'individu la logique de l'entreprise. L'ouvrier, par opposition, est contrôlé dans un espace fermé qui correspond au mur de l'usine pour un temps limité et par des personnes et des dispositifs qui lui sont extérieurs et facilement reconnaissables. Donc ça, c'est le pouvoir disciplinaire, si vous voulez. Hein. J'ai pris l'ouvrier comme exemple pour pouvoir disciplinaire. Pour résister, il peut s'appuyer non seulement sur ses ressources propres, mais aussi sur celles des autres travailleurs en escomptant leur solidarité.
Le contrôle de la dette, par contre, marche de façon complètement différente. Le contrôle par la dette, au contraire, s'exerce dans un espace et dans un temps ouvert, qui sont l'espace et le temps de la vie même. La durée d'un remboursement se déroule sur 20 ans, voire 30 ans, pendant lesquels le débiteur est supposé organiser de façon autonome et libre sa vie en vue du remboursement. Mais peut-être la question qui est plus importante, sur laquelle j'ai beaucoup insisté ici, la question de la dette, la question du temps. La question du temps, de la durée, est au cœur de la dette. Pas seulement le temps du travail, hein, mais le temps en général, le temps comme possible, le temps comme possibilité de création. La dette lance un pont entre le présent et le futur. Elle anticipe et exerce une préemption sur l'avenir. La dette de chaque étudiant hypothèque à la fois ses comportements, ses salaires et ses revenus futurs. Hein? Elle constitue le paradigme de la liberté libérale qui n'a de liberté que les noms. Le crédit, en effet, produit des modalités spécifiques de subjectivation. L'endetté est seul, individuellement responsable face au système bancaire. Il ne peut compter sur aucune solidarité, sinon celle de la famille, au risque de l'endetter à son tour. Ce qui s'est passé, c'est effectivement que les étudiants américains ont endetté leur famille. Surtout au Canada, je ne sais pas si vous avez suivi les mouvements d'étudiants importants qu'il y a eu en Amérique du Sud et du Nord, étaient autour de la dette. Au Canada, ces questions étaient très... mais surtout au Chili. Au Chili, c'est pareil, une chose intéressante. Après l'assassinat de Allende, le gouvernement donc fasciste d'Allende a demandé aux Chicago Boys de construire une nouvelle économie. Donc la première expérimentation néolibérale a été faite au Chili. Et une des premières choses qu'ils ont introduites, c'est de la dette, effectivement. Les étudiants, avant même les étudiants américains, c'était les étudiants des étudiants endettés. Si vous avez regardé même seulement les pancartes du mouvement qu'il y a eu au Chili, le mouvement qu'il y a eu au Chili l'année dernière, il y a 2 ans, le problème c'est celui de la dette. Parce qu'ils ont été les premiers en réalité à utiliser l'économie néolibérale. D'ailleurs, ça marche très bien, à mon avis, ce rapport entre vous. Mais c'est très significatif que les premières grandes expérimentations néolibérales, donc les Friedman et ses acolytes, l'ont fait dans un pays fasciste. Donc, je disais, l'endetté est seul, il intériorise les relations de pouvoir au lieu de les externaliser et de les combattre. Ils se sentent honteux et coupables. Ici, je l'explique de façon très longue à partir de Nietzsche. La culpabilité de Nietzsche est mise de cette histoire de la dette. Toutes les choses les plus atroces de l'humanité, donc les sentiments, la mauvaise conscience, culpabilité, naissent de la dette. C'est le moment où les étudiants américains ont commencé à se libérer de leur culpabilité, de leur responsabilité, qui les tenaient, fut peut-être, et pendant une période très courte, pendant le mouvement Occupy Wall Street. 3 mois de révolte et 30 ans de remboursement. C'est ça fondamentalement ce qui s'est passé. La dette est la technique la plus adéquate pour la production de l'homme economicus néolibéral. L'étudiant, non seulement se considère lui-même comme un capital humain qu'il doit valoriser par ses propres investissements, les crédits qu'il contracte pour étudier, mais ils se sont obligés, en outre, d'agir, de penser, de se comporter comme s'ils étaient une entreprise individuelle. La dette impose un apprentissage des comportements, des règles de comptabilité, des principes d'organisation usuellement mis en œuvre au sein d'une entreprise. Donc, ils apprennent ça des personnes qui ne sont pas encore entrées dans le marché du travail. Ça, c'est notre petit chapitre. Donc, la relation entre crédit entre débiteur et créditeur est inscrite dans la puce électronique de la carte de crédit. Bon, c'est ça le problème. Fondamentalement,
La carte de crédit, il y a une différence entre carte de crédit et carte de débit. Mais si vous avez une carte de crédit, hein, vous, en réalité, moi j'ai une carte de débit. Hein, mais aux États-Unis, la chose la plus diffusée, c'est la carte de crédit. Hein. Ça veut dire que vous avez la relation débiteur-créditeur, vous l'avez dans votre poche. Ce n'est pas quelque chose extérieur à vous-même, hein, vous l'amenez, vous la traînez avec vous-même, hein, dans votre porte-monnaie. Et ça, c'est une autre. Chaque fois que vous faites un achat avec une carte de crédit, hein, vous êtes dans le circuit financier. Vous rentrez dans le circuit financier. Le circuit financier, ce n'est pas seulement des millions de dollars qui passent d'un investissement à l'autre. Hein. C'est votre petit achat que vous faites chaque jour, si vous avez une carte de crédit, hein, qui rentre dans les mécanismes de la financiarisation. C'est ça aussi. Donc voilà, on est pris, vous voyez, on est absolument pris dedans ces mécanismes. Hein. Seulement qu'on ne les décrit pas, on parle toujours des marchés, mais en réalité, les marchés sont liés directement à votre petit achat quand vous achetez un livre comme ça avec carte de crédit, 8,70 €, voilà. Hein? Vous êtes déjà dans les mécanismes financiers. En 2008, 84% des étudiants américains avaient au moins une carte de crédit. Au moins une carte de crédit. Parce qu'en réalité, 70% ont 4 cartes de crédit, 4,6 cartes de crédit. Cette inflation du nombre de cartes s'explique par la flambée du coût des études universitaires. C'est-à-dire que pour payer les universités, les étudiants jonglent avec les cartes de crédit. Hein? Vous voyez, vous avez 5, vous pouvez, ça elle est vide, vous achetez d'autres crédits. Voilà, la moyenne c'est 4,5. Donc, ça c'est pour les étudiants, mais aux États-Unis, tout marche comme ça. Hein. La moyenne pour chaque individu aux États-Unis, la carte de crédit est beaucoup plus élevée. Donc vous voyez que les gens sont pris directement dans le circuit financier. Hein, parce que chaque dépense qu'ils font, en réalité, étant donné que la carte de crédit est beaucoup plus diffusée ici, parce que je ne sais pas si c'est en Belgique vous utilisez la carte de crédit et la carte de débit. Hein, mais en France, il y a beaucoup de cartes de débit en réalité. Carte de débit, c'est la carte, vous mettez de l'argent, vous avez un fonds, et vous épuisez ce fonds, mais c'est votre argent. Carte de crédit, c'est vous empruntez de l'argent que vous n'avez pas. Okay? Donc c'est ça la différence. Aux États-Unis, la carte de débit, pratiquement, elle n'est pas utilisée. Il y a surtout des cartes de crédit. Donc c'est la création de l'argent de rien. Hein. Cette façon, c'est la banque qui crée de l'argent virtuel. Mais ça, bon, on laisse tomber. La relation créditeur-débiteur est inscrite dans la puce de leur carte de crédit, des étudiants, et au lieu de disparaître, ils la portent dans leur poche, comme ils portent avec eux le rapport avec la finance. Chaque achat est un acte financier qui mobilise les crédits et la dette. La carte de crédit ouvre les portes de la société de consommation et en sollicitant et en encourageant, facilitant l'achat, elle entraîne les consommateurs débiteurs dans les cercles vicieux d'excitation et de frustration. Et c'est ça, c'est-à-dire que la condition et la conséquence de la répétition infinie de l'acte de consommation est la dette infinie. Hein? La dette infinie, on la voit déjà ici, je vais parler tout à l'heure. Là, je vais citer un texte que j'ai cité aussi dans ce livre-là, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette question. Donc, ce livre d'un sociologue suisse que j'ai trouvé à Genève, quand j'étais par hasard à Genève, hein, il était très utile. Donc, je vous lis cette citation. Alors que les crédits à la consommation se faisaient sous demande explicite, le système des cartes automatise les crédits. L'inversion de l'initiative est ici exemplaire. Avec les cartes de crédit, la relation de crédit est toujours déjà mise en place. Il ne suffit d'employer la carte d'employer la carte pour l'instaurer. Nous ne sommes plus demandeurs de crédit, mais accepteurs de cartes. Le système de paiement par carte met en place et surtout des dettes permanentes. Hein? Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que la dette infinie est déjà inscrite dans le système de la carte. La dette comme appareil de capture. La dette, en général, hein,
à travers le paiement des intérêts, un appareil de capture de redistribution de la richesse sociale. Ça, on le voit à niveau macroscopique, hein, ça se passe comme ça. Vous voyez, là, les Français payent 55 milliards de dollars chaque année d'intérêt sur la dette. Les Italiens, à cause de la crise, ils payent 85 milliards de dollars par année et d'intérêt sur la dette. C'est une façon de ramasser, de récolter de l'argent à niveau social énorme et après de redistribuer aux créditeurs. C'est dans ce sens que c'est un appareil de capture. Il n'y a pas seulement les profits, au contraire, les profits est subordonné à ce mécanisme de capture de la dette. La capture de la plus-value ne passe plus uniquement par les profits. Ce dernier, en réalité, n'est plus qu'une partie de la rente. La dette est l'incarnation dans le capitalisme financier du vampire dont parlait Marx, pour évoquer le fonctionnement du capital. Marx a cette métaphore du vampire qui suce. C'est un peu comme ça. C'est la même chose que ça se passe. Seulement que le capital industriel suçait l'ouvrier. Là, par contre, la financiarisation suce la société dans son ensemble. Vous soyez chômeur, employé, retraité, vous payez. Et ça, c'est la grande force de ce dispositif, c'est qu'il a cette dimension immédiatement sociale. Et ça marche pour ça. Elle suce donc la dette, elle suce la plus-value sociale et la distribue en rompant la relation entre travail et revenu au profit exclusif des rentiers, dont font partie aussi les entreprises. Nous payons tous, par l'entreprise des coupes et des dépenses sociales, la diminution des salaires et des revenus, les dégâts causés par les créditeurs. Non seulement nous payons à leur place, mais nous continuons à les enrichir dans la crise et grâce à la crise. Vous savez que la crise n'a pas arrêté ce dispositif de transfert massif des revenus des salariés de la population vers les créditeurs. Dans les premières, dans le monde des mois de le 11 juillet 2013, il y avait cette information. J'ai traduit de l'italien maintenant. Voilà. Les 500 personnes les plus riches de France ont vu augmenter l'année dernière leur richesse de 25%. En 10 ans, leur richesse est quadruplée. C'est-à-dire que là, elle représente 16% du PIB de la France. C'est-à-dire que, et vous savez qu'il y a deux systèmes à travers lesquels il y a ce déplacement de richesse. Un, c'est cette histoire de la dette. Et vous voyez, pendant la crise, les gens ont augmenté 25%. Mais il y a une autre donnée, parce que l'autre appareil de capture absolument fondamental dont jamais personne ne parle, c'est l'immobilier. À travers la structure des prix de l'immobilier, aussi bien de l'achat des maisons que des loyers, il y a un transfert massif de richesses qui s'est fait de la population vers les propriétaires. Et l'année dernière, il y a eu 30%. L'année dernière, sur une année en France, les millionnaires, c'est qu'ils payent un impôt supérieur à 1 million d'euros, ont augmenté de 30%. Et à cause notamment de la valorisation immobilière. Donc vous voyez, pendant la crise, ce mécanisme n'a pas diminué. Même, c'est une deuxième expropriation qui a eu lieu. La première, c'est l'expropriation à travers les crédits, fondamentalement, le mécanisme de capture à travers la dette que j'ai dit tout à l'heure. À partir de la crise, c'est une deuxième expropriation qui s'est mise en place, et là, surtout à travers l'impôt. Mais ça, j'en parle ici, mais là, je laisse tomber. La dette dans l'université fonctionne exactement de la même façon. Qui profite des intérêts sur la dette payée par les étudiants? Les banques, d'abord, qui détiennent la majeure partie des créances et imposent des taux d'intérêt de façon discrétionnaire. Le gouvernement fédéral aussi, à travers les bourses, car les taux d'intérêt sur les prêts sont beaucoup plus élevés que ceux auxquels il emprunte de l'argent. L'État fait comme tout le monde.
Ils achètent l'argent à des taux d'intérêt très bas auprès de la banque centrale, hein, et après, ils le vendent beaucoup plus cher. Les présidents, les administrateurs des universités et les professeurs, dont les savants que j'ai parlé tout à l'heure, dont les salaires dépendent du toujours plus grand endettement de leurs étudiants, qui, pour pouvoir fréquenter leurs cours, hypothèquent leur salaire à venir. Donc c'est ça qui se passe. Hein. Vous allez hypothéquer aux États-Unis, pour étudier, vous hypothéquez ce que vous allez gagner plus tard. Pour terminer cette première partie, je voudrais citer une phrase d'Aristote. Aristote dit cette phrase qui est très marrante, après avoir passé par l'université américaine. Le savoir et l'argent n'ont aucune commune mesure. La finance, passant outre cette affirmation du philosophe grec, a établi une mesure arbitraire mais normative et efficace du savoir. Les crédits contractés et les délais de remboursement constituent les prix pour accéder à la science et à la vérité qui, comme chacun sait, sont désintéressés. Voilà, là j'ai terminé la première partie un peu descriptive, et maintenant c'est un peu plus conceptuel. Donc voilà, vous avez un peu plus de... Et je vais traiter deux questions, donc de la monnaie et de la dette. La dette infinie, la monnaie, et là je commence à aborder cette question de comment l'école de la régulation française, c'est la seule école économique qui reconnaît que la monnaie est dette, hein, traite de la question de la monnaie, première chose. La deuxième chose, je vais traiter cette histoire de la dette infinie à travers une confrontation avec les livres de David Graeber, qui a écrit un gros livre sur la dette, si vous avez eu l'occasion de le lire. Je voudrais maintenant présenter les fondements théoriques qui conduisent nos trois savants à des conclusions si improbables, c'est-à-dire que les marchés nous libèrent de la dette. Pour ce faire, je vais me limiter à l'angle monétaire de la question. La monnaie, une fois que les Américains, en 1971, ont déclaré l'inconvertibilité du dollar en or, ne constitue-t-elle pas ce qu'on appelle une dette? Ça, c'est la date fondamentale, c'est 1911, lorsque Nixon a déclaré l'inconvertibilité de l'or en dollar. Donc, c'est à partir de ce moment-là, la monnaie devient, elle a toujours mutuellement dette, mais là, elle devient dette. Et, en écho à ce qu'écrit Nietzsche dans les généalogies de la morale, la dette dans le capitalisme contemporain est-elle une dette infinie? Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Est-ce que la monnaie est dette et est-ce que la dette est dette infinie? Nos trois savants que j'ai cités au départ expriment une doxa généralement partagée par la science sociale. Les marchés, l'échange et la monnaie nous libèrent de la dette. Nous remarquons d'emblée que la monnaie pose des problèmes redoutables à la science économique, incapable d'intégrer dans ce schéma d'équilibre et de développement. Alors, vous devez savoir que les économistes ont des difficultés avec la monnaie. Ils n'arrivent pas à intégrer la monnaie dans leur explication, parce que la monnaie, elle n'a pas une origine marchande. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est le marché et les contrats qui va régler toute la question de la monnaie. Étant donné que la monnaie a une origine, par contre, qui vient directement politique, qui vient du pouvoir, et pas du marché, ils n'arrivent pas à l'intégrer. Il y a un exemple très significatif pour voir comment ils ont des difficultés. Milton Friedman, c'est un des chefs, un des théoriciens les plus importants du néolibéralisme, à cet exemple pour expliquer la conception de la monnaie qu'ont les néolibéraux. Vous mettez des billets de banque sur un hélicoptère, l'hélicoptère décolle, il passe sur une ville et jette la monnaie. Donc la ville est en train de produire sans la monnaie. La monnaie sert seulement pour faciliter des choses qui ont été déjà produites. Donc c'est ça la conception, fondamentalement la conception de la monnaie des économistes, c'est ça. C'est un moyen de paiement pour faciliter les échanges. En réalité, et c'est la conception de la monnaie qui ont les trois savants que j'ai cités, ont une conception de la monnaie de cette façon. Ils conçoivent la monnaie comme un moyen de paiement, comme un moyen qui sert seulement
comme, si vous voulez, pour utiliser la catégorie de Marx, comme unité de mesure, moyen de paiement, circulation et thésaurisation. Hein? Ces fonctions-là sont des fonctions classiques de la monnaie. Mais, et donc, la monnaie dont il parle, la monnaie qui nous libère, qui va nous libérer de la dette, c'est ce type de monnaie. Hein? Mais ça, c'est seulement une des formes de la monnaie dans les capitalismes. Ce n'est pas la plus importante. Donc cette monnaie qu'on pourrait appeler monnaie échange, monnaie paiement, est une des monnaies en circulation. Mais les sociétés capitalistes, dans les sociétés capitalistes, ce n'est pas ce type de monnaie qui joue le rôle stratégique. Non, ce n'est pas ça. En effet, ce n'est pas cette monnaie qui incarne le pouvoir du capital. La monnaie spécifiquement capitaliste est l'argent capital. La monnaie de crédit, la monnaie dette. Donc il y a deux différents types de monnaies. La monnaie qui fait circuler des marchandises, hein, et la monnaie capitale, la monnaie dette. Je vais essayer d'expliquer la différence. La monnaie échange présuppose et réalise un rapport symétrique et contractuel entre producteurs et échangeurs. Tandis que la monnaie capitale instaure un rapport asymétrique d'exploitation, de différenciation, de classes, d'appropriation, de privatisation. L'autre, c'est vraiment, c'est le contrat. Hein. La monnaie, quand on utilise la monnaie des paiements, celle qui nous libère de la dette, c'est une monnaie contractuelle, hein, où les deux qui font l'échange sont à égalité. Donc c'est un rapport symétrique. Les crédits, c'est une monnaie par définition asymétrique. Marx disait que sur les pièces de la monnaie d'échange est inscrite la devise de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Mais sur la monnaie capitale apparaissent en filigrane d'autres mots: domination, exploitation, puissance de destruction, création, dette, désir, prédation, prescription d'autres modes de production et distribution de produits. C'est-à-dire que la monnaie qu'on a dans les poches, ce n'est pas la même monnaie qui circule dans les banques et dans les entreprises. C'est deux monnaies différentes. Qu'est-ce qu'on fait nous avec notre monnaie? Notre monnaie là, avec voilà, cette monnaie-là, vous allez acheter une bière. Qu'est-ce que vous faites? Elle sert seulement d'échange, effectivement, à une monnaie qui est déjà produite, hein, qui est déjà là. La monnaie crédit, la monnaie capitale, c'est un type complètement différent de monnaie, parce qu'elle ne se limite pas à changer à quelque chose qui existe. Elle va prescrire ce qui va exister. Elle va décider, hein, où est-ce qu'on va produire, qui va produire, dans quelle relation de pouvoir. Par exemple, on décide, on va produire ici, on va produire en Chine, qu'est-ce qu'on va produire, hein? C'est deux monnaies qui ont des caractéristiques complètement différentes. Hein? C'est-à-dire que cette monnaie-là, elle s'échange contre des marchandises déjà là. Hein? La monnaie de capital, par contre, s'échange contre travail à venir, contre organisation de la production à venir, contre organisation des rapports de pouvoir. C'est deux logiques complètement différentes qui sont cachées, si vous voulez, sous la même forme. Parce qu'il s'agit, du point de vue, hein, soi-disant, la même monnaie. Bon. Mais ça, je vais revenir peut-être de façon plus spécifique tout à l'heure. Mais la chose importante, c'est comprendre effectivement qu'il y a ces deux types de monnaies. Même chez Marx, la chose est très ambiguë, parce que Marx commence, si vous avez lu le premier livre du Capital, chose qu'autrefois on faisait maintenant beaucoup moins, mais bon, ça vaudrait le coup de le faire quand même. Donc, il commence avec, il est encore dans la logique des économistes, hein, parce que la monnaie naît du troc. D'abord, il y a le troc, après, il y a l'échange monétaire, et après, il y a la monnaie de crédit, si vous voulez. Donc, ça monte comme ça. Hein. Ça part de l'échange. Ça, c'est la théorie évolutive de l'économie politique. Hein. Troc, échange monétaire et monnaie comme monnaie de crédit. Il faut l'inverser. Il faut commencer avec le crédit. C'est ça le problème. Il faut commencer avec le crédit. Marx commencera dans les Grundrisse, donc c'est
les livres qu'il a écrits, les brouillons qu'il a écrits pour la représentation du capital, hein, il commence à travers les crédits. Parce que c'est à travers les crédits qu'effectivement commence la production capitaliste, pas avec l'échange. Hein. Et le problème, c'est que l'accès à ces deux monnaies, vous avez accès à la monnaie de paiement, si vous avez, il faut aller travailler d'abord. Hein. Il faut ou bien travailler, ou bien avoir des revenus de l'État et être soumis au contrôle de l'État, genre chômeur. Hein. C'est ça l'accès que vous avez à la monnaie de paiement. Ou bien vous avez l'accès, par contre, à la monnaie de crédit à travers la banque. Donc, le problème, c'est que l'accès au crédit, c'est la spécificité et les privilèges des capitalistes. C'est ça fondamentalement. À la rationalité de la monnaie d'échange, hein, parce que c'est une monnaie fondée sur l'échange entre égaux, hein, favorisant le doux commerce, hein, avançant la violence de la dette, véhiculant la liberté, égalité et fraternité, s'oppose la rationalité irrationnelle de la monnaie du capital. Là, je vous donne seulement pour voir effectivement comment une définition que donne Gilles Deleuze de la monnaie qui est particulièrement adaptée à ce que la crise démontre de son fonctionnement. Donc Deleuze dit l'argent, le capital argent, c'est un point de démence tel qu'il aurait en psychiatrie qu'un équivalent, ce qu'on appelle l'état terminal. Le capital argent atteint selon lui cet état terminal dans les mécanismes boursiers qui est tout à fait rationnel. On peut le comprendre, l'apprendre, les capitalistes savent s'en servir et pourtant c'est complètement délirant, c'est démon. C'est qu'on a vu fonctionner avec la dette. Là, je vais revenir tout à l'heure parce que Deleuze et Guattari ont fait une théorie de la monnaie très importante où ils distinguent de façon très claire ces deux types de monnaie. On va voir tout à l'heure, David Graeber aussi fait ce type de distinction de façon très claire, la monnaie de crédit et la monnaie de paiement, hein, mais il pose d'autres problèmes. Confondre les deux monnaies, disent Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe, hein, c'est une escroquerie cosmique, ils disent. Alors maintenant, de façon plus précise, voilà, qu'est-ce qui se passe avec la théorie de la régulation. Donc je vous ai tout à l'heure, je répète, cette théorie est importante parce que ce sont les seuls économistes qui reconnaissent immédiatement que la monnaie est dette. Donc laissons de côté nos trois savants, inférés dans leur raisonnement sans issue. Analysons à présent la théorie monétaire de l'école française de la régulation de Michel Alieta et André Orléans. Elle introduit une nouveauté remarquable par rapport à l'économie standard. Ici, la monnaie n'est pas déduite comme dans l'économie politique classique et néoclassique du troc d'abord et de l'échange marchand ensuite, mais bien de la dette. Donc pour eux, la monnaie est dette. Et c'est le fonctionnement normal des banques, c'est ça. Les banques, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de la monnaie. Vous allez demander un crédit. C'est un fait d'écriture. Il n'y a rien de réel. Hein. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a rien. La création monétaire, c'est ça. Hein. Il y a plus d'un côté dette et de l'autre côté crédit. C'est tout. Ça, c'est la création. Et ils ont créé de la monnaie. Autrefois, cette prérogative, c'était une prérogative de l'État. L'État contrôlait. Maintenant, donc, une des premières privatisations, c'était de déléguer ce pouvoir de création de monétaire aux banques privées. Et donc, c'est les banques qui créent la monnaie. Ce déplacement majeur est malheureusement immédiatement neutralisé par une conception transcendante, holiste, totalisante de la dette comme dette de vie, exerçant des contraintes collectives sur les individus. Donc là, je vais essayer d'analyser d'un côté, plus tard peut-être, je vais reprendre la théorie plus spécifiquement. Là, je m'intéresse au fait qu'ils analysent la dette comme une dette primordiale, une dette de vie. La dette, pour cette école, se confond avec la nature humaine, définie comme un manque à être, un déficit, une incomplétude que seuls le Dieu, l'État ou la société sont à même de combler. Ainsi, pour compenser l'audace de définir la monnaie par la dette, les tenants de cette théorie naturalisent cette dernière, donc la dette, comme dette originaire, et l'universalisent en prétendant qu'elle est un archétype repéré dans toutes les sociétés archaïques. La dette précède l'échange, ça c'est vrai,
Mais elle est toujours et partout une dette de vie. C'est-à-dire qu'il y a une dette envers les dieux, une dette envers la nature, une dette envers les ancêtres. Hein. Elle dit ça, c'est le rapport fondamental, c'est ce type de... Donc c'est une conception transcendante, hein, holiste, totalisante de la dette. Pour le dire autrement, la dette est selon Alietta Orléans, d'abord dette primordiale, dette originaire, dette de vie, c'est-à-dire reconnaissance de dépendance des vivants à l'égard des puissances souveraines. Dieu, et ancêtres. Donc c'est une dépendance par rapport aux ancêtres qui leur ont consenti une part de leur force cosmique dont elles sont la source. Ça c'est une citation de la monnaie souveraine. Donc c'est un livre où ces économistes se confrontent avec la théorie anthropologique. En contrepartie du don de cette puissance vitale, les vivants ont l'obligation de racheter cette dette. Rachat qui n'a pas de fin, puisque, au fond, la dette de vie est une dette infinie. La dette fonctionne sous le même mode que le péché originel. C'est la même chose. Hein? Dans la religion chrétienne, cette dette originelle s'appelle péché originel. Hein? Mais c'est la même chose. Hein? Donc maintenant, pour un renversement de la situation, au lieu du péché originel, on est endetté. Chaque nouveau bébé qui est né en France, il est né avec 25 000 euros de dette, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus. On est endetté. Au lieu du péché d'être avec le péché originel, parce que là, on est sécularisé, on est avec la dette. Mais ça a la même fonction, hein, de nous rendre coupables. Alors que, si vous entendez quelqu'un parler de dette de vie, dette originaire, vous êtes sûr, à coup sûr, hein, que c'est, ou bien c'est un prêtre, ou un homme d'État, ou un psychanalyste. Il n'y a pas de... Mais l'intégration de l'économiste à ce cercle exclusif est une nouveauté absolue. Donc les économistes ont rejoint ce cercle très fermé, prêtre, psychanalyste et homme d'État. La dette de vie représente une autre fonction particulièrement intéressante pour les économistes de la régulation. Elle porte et justifie la souveraineté face à l'individu. C'est une autre citation donc, toujours de ce livre sur la monnaie souveraine. Elle construit donc la dette, la souveraineté et cimente la communauté dans ses travaux et ses jours, notamment à travers les sacrifices, les rituels et les offrandes. Ce que les économistes hétérodoxes, parce que c'est une économie hétérodoxe, cherchent n'est pas tellement une vérité sur le fonctionnement des sociétés archaïques, ils cherchent plutôt dans la dette originaire, dans la dette primordiale, la même dynamique holiste, transcendante, contraignante qu'ils attribuent à l'État et au social, au collectif dans nos sociétés. Donc ils font ce transfert. Hein. La dette permet, et je vais expliquer de façon plus claire, permet de résoudre l'organisation de la société à travers cette fonction transcendante. On transfère la dette, on est endetté vers les ancêtres, envers la nature, envers les dieux, hein, et après avoir cette dette d'une certaine façon envers l'État. Ici, j'ai développé dans une petite histoire de la dette, une autre conception de la dette qu'on trouve dans l'Antidipe, hein, et chez Nietzsche, hein, parce que ici, la dette chez Nietzsche et Deleuze Guattari se présente de manière tout à fait différente. Elle ne renvoie ni à la nature ni à l'universel. La dette originaire n'est pas l'expression du lien d'appartenance des individus à la communauté. Elle n'est pas non plus le signe d'un endettement originel transmis à la naissance, d'une créance inaugurale que nul ne pourra jamais racheter. Au contraire, elle est produite par une situation politique située, dont on peut tracer la généalogie et l'histoire. Et donc, eux parlent de dette finie. Dans les sociétés archaïques, la dette était finie, au contraire de ce qu'ils disent l'école de la régulation. La dette est finie, on peut la rembourser. Tandis que dans la théorie de la régulation, la dette, étant donné la dette envers les dieux, elle est non remboursable. Au contraire, soutiennent Deleuze, Guattari et d'ailleurs aussi Nietzsche, ce sont les sociétés hiérarchisées
étatiques monothéistes qui introduisent la dette d'existence, la dette de vie, la dette primordiale et en font une dette infinie. Pour notre savant, comme pour l'école de la régulation, les sociétés archaïques produisent une dette impossible à racheter, inépuisable, tandis que la société capitaliste moderne permet de se libérer de sa dette par un paiement monétaire. Deleuze-Guattari affirme exactement le contraire. Les sociétés archaïques étaient caractérisées par une dette finie et mobile, tandis qu'avec l'avènement des empires, des États, des religions monothéistes, la dette devient dette infinie. Donc, on a une citation de Deleuze ou Guattari, mais je la saute, mais c'est ça fondamentalement, le cœur de leur raisonnement, c'est celui-là. Donc une des choses fondamentales qu'il faut comprendre du fonctionnement du capitalisme, c'est qu'il introduit l'infini, et ça je vais revenir tout à l'heure, il introduit l'infini dans la production et dans la consommation. De ce point de vue, je vais essayer d'expliquer tout à l'heure de façon plus spécifique à travers l'argent. Mais fondamentalement, c'est très important cette histoire de l'introduction de l'infini. On n'a jamais dans l'économie et dans la consommation. Le capitalisme financier a encore intensifié cette tendance en installant la finance et la monnaie de crédit au cœur de l'accumulation capitaliste. La dette est son moteur, comme j'ai dit tout à l'heure. Le capitalisme financier fait de la dette une promesse qu'on doit honorer afin d'en contracter d'autres sans jamais pouvoir interrompre la fuite en avant. C'est ce que la crise a démontré. Alors maintenant, je vais encore approfondir un peu la théorie de l'école de la régulation, voir pourquoi on pense que la dette est une dette infinie. La dette société archaïque, une dette infinie, et qu'en réalité, voilà, il y aurait. Donc, l'école de la régulation pense comme les trois savants que j'ai cités à l'heure. Il y a une rupture qui est terminée par le marché. Avant, la dette était infinie, et c'est les marchés qui la rendent remboursable. Deleuze-Guattari et moi, à leur suite, je soutiens exactement le contraire. C'est que la dette était d'abord une société qui était finie et que les marchés la rendent infinie. Les marchés, le capitalisme, c'est pas la même chose. Vabbè, le capital rend la dette infinie. L'anthropologie du sacrifice. Je passe par la théorie du sacrifice que je vous expliquais tout à l'heure pourquoi cette théorie est au fondement de cette théorie monétaire. Disons comme ça, étant donné qu'ils partent de ce présupposé que la monnaie est dette, ils n'avaient aucun repère dans les théories économiques pour trouver une justification à cette théorie de la dette. Donc ils sont déplacés sous les anthropologues. Et chez les anthropologues, ils ont trouvé un type qui s'appelle René Girard, un chrétien taliban, qui soutient de façon. Qui a une théorie du sacrifice qui est utilisée par utilisé par André Aieta et Orléans pour expliquer le fonctionnement de la monnaie. Je vais essayer de vous décrire très rapidement. Orléans et Aieta ne sont pas leur première opération d'universalisation abusive. Ils universalisent le fait que la dette a toujours été comme ça. Dans toutes les sociétés archaïques, la dette est dette primordiale. Pour trouver un fondement à la monnaie, autre qu'économique, ils passent par des anthropologues sujets à caution qui leur permettent de tracer des continuités entre la transcendance du sacré, de l'État, de la monnaie et du social. À travers l'anthropologie de René Girard et sa théorie du sacrifice, il naturalise l'opération politique de la constitution de la transcendance et de la monnaie. Donc, la théorie de Girard, pour le dire de façon très simple, il dit qu'il y a un désir mimétique entre tous les individus et communautés. Ces désirs mimétiques produisent un conflit, qui est un conflit mortel. La guerre est tous contre tous. C'est toujours le même dispositif depuis Hobbes. Il n'y a pas de grande nouveauté. La guerre est tous contre tous. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour sortir de cette situation, cette impasse qui va détruire la société, parce que tout le monde va se tuer, va s'entre. On invente le sacrifice.
sacrifice et le bouc émissaire, c'est ce qui permet la pacification de la société. Donc voilà, la grande idée de René Girard, fondamentalement, c'est ça. Donc, le code de régulation met à la place du bouc émissaire et du sacrifice la monnaie, mais c'est la même chose. D'ailleurs, dans leur premier livre fondamental, qui s'appelle la violence de la monnaie, ils expliquent ce processus. À travers l'anthropologie de René Girard et sa théorie du sacrifice, il naturalise l'opération politique de la constitution, de la transcendance et de la médiation. La première généalogie de la monnaie s'est faite sur la base de cette théorie du sacrifice qui n'a jamais été acceptée par les anthropologues, tout simplement parce que dans sa volonté d'universalisation, elle est fausse. René Girard dit que toutes les sociétés archaïques ont été constituées autour du sacrifice. Et le sacrifice, c'est le rituel fondamental qu'on trouve partout. Donc les anthropologues disent que ce n'est pas vrai. Et je vais expliquer en utilisant surtout Viveiro de Castro. Donc Eduardo Viveiro de Castro, c'est un anthropologue brésilien très connu par les anthropologues, évidemment, pas peut-être par vous, mais il travaille sur les sociétés animistes en Amazonie et qui explique la différence entre des sociétés archaïques, entre des sociétés qui ont une centralisation étatique et des sociétés qui n'ont pas une centralisation étatique. Le sacrifice, dans la théorie de Girard, constitue la transcendance auprès de laquelle tout le monde est en dette, parce qu'il permet de résoudre les problèmes de la guerre de tous contre tous, en faisant émerger, grâce à la victime sacrificielle, une médiation, une transcendance, dont les descendants sont la monnaie, l'État, la souveraineté, qui instaure la pacification de la violence originaire que les échangeurs producteurs exercent les uns sur les autres. L'intégrisme chrétien de René Girard confond son désir de monothéisme, de centralisation, de transcendance avec la réalité de la plupart des sociétés archaïques, en faisant du sacrifice l'universel que tout explique et tout englobe. Son argumentation est proprement un délire de totalisation. Je vous lis une citation de René Girard dans son livre qui s'appelle La violence des sacrés, qui est à la base de la théorie de la monnaie de Orléans et Bayeta. Il y a une unité non seulement de toutes les mythologies, de toutes les rituels, mais de la culture humaine dans sa totalité, religieuse et anti-religieuse. Et cette unité des unités est tout entièrement suspendue à un unique mécanisme toujours opératoire, parce qu'il est toujours méconnu, celui qui assure spontanément l'unanimité de la communauté contre la victime émissaire et autour d'elle. Et cet rituel, c'est le sacrifice. Donc tout est expliqué à travers le sacrifice. Et donc on est en dette avec le sacrifice, parce que le sacrifice permet effectivement la pacification, la survie de la société. Malheureusement, le sacrifice n'est pas du tout universel, puisqu'il est bien une création singulière que l'on ne trouve pas dans toutes les sociétés archaïques, mais seulement dans celles qui règlent la question des relations de pouvoir par la transcendance. C'est seulement où il y a la transcendance, l'État, qu'on trouve le sacrifice, mais pas dans les autres sociétés. Selon les rois Gourand, donc les sociétés paléolithiques ne connaissent pas le sacrifice. Et dans les sociétés des chasseurs-cueilleurs, on ne trouve pas trace non plus. D'autres travaux confirment cette non-universalisation du rituel sacrificiel qui falsifie l'hypothèse de René Girard. Les données ethnologiques, donc ça c'est une citation d'un autre anthropologue, Testa, les données anthropologiques sont parfaitement claires. Tant en Océanie qu'en Amérique, de larges régions n'ont jamais pratiqué les sacrifices. Ce sont l'Australie, la Nouvelle-Guinée, la Mélanésie, l'Alaska, la presque totalité du Canada, toute la partie ouest des États-Unis, les basses terres amazoniennes, les Pampas, la Patagonie, jusqu'à la Terre du Feu. Ben, toutes ces régions n'ont pas connu les sacrifices. Pourquoi? Alors, là, l'explication du Viveiro de Castro est très intéressante parce qu'il explique pourquoi il y a eu le sacrifice dans certaines sociétés et d'autres, il n'y a pas eu de sacrifice. Donc, d'un côté, il y a eu cette sorte de la dette comme dette originaire. En réalité, c'est une opération politique. Elle va avec l'instauration de l'État, fondamentalement, ou de la caste, on va voir de la bureaucratie et de la caste des prêtres. La dette
La dette infinie, elle est liée à ce processus. Donc ça, j'ai pris Viveiro de Castro parce que René Girard, parmi les exemples qu'il porte dans son livre qui s'appelle La violence des sacrés, donc du sacrifice, il porte l'exemple du cannibalisme de Tupinamba. Et justement, Castro a analysé ce même cannibalisme, parce que bon, c'est une des ethnies sur lesquelles il a beaucoup travaillé. Il montre que ça n'a jamais marché comme ça, comme raconte. Donc le sacrifice de Tupinamba n'existe pas. C'est une lecture qui a fait abusive, qui a fait René Girard. Et donc toute cette théorie s'effondre. Je prends l'exemple parce que voilà. Eduardo de Castro a brillamment montré qu'on ne peut pas transformer les pratiques de formation étatique andine et mésoaméricaine, où le sacrifice est un dispositif théologico-politique essentiel, en un rituel commun à toutes les sociétés. Donc c'est un dispositif théologico-politique. Il utilise le terme de Carl Schmitt. Donc c'est lié à l'État, comme chez Carl Schmitt. Le cannibalisme tupi, par exemple, n'appartient pas à cet ordre théologico-politique et étatique. Il n'est pas un sacrifice selon le principe défini par Marcel Mauss, puisqu'il n'y a pas de destinataire, pas de force surnaturelle, pas de sacré. Dans le cannibalisme Tupinamba, les schémas sacrificiels comprenant le sacrifiant, celui qui offre le sacrifice, le destinataire et l'officiant du sacrifice en sortent complètement bouleversés. Parce que l'autre référence est Marcel Mauss, de cette théorie du sacrifice. Le chaman amazonien est tout à fait différent du prêtre. C'est ça qu'il va expliquer Viveiro de Castro. Le chaman amazonien est à la fois officiant et véhicule du sacrifice, de façon qu'il n'envoie pas dans les autres mondes des représentants sous forme de victimes. Il est lui-même victime. C'est-à-dire qu'il en même temps, il fait les deux fonctions. Tandis que dans la culture, dans les cultures étatiques, il y a des prêtres qui sont assignés à faire cette fonction, et ils envoient des victimes sacrificielles. Puisque le chaman va lui-même, il est lui-même l'objet du sacrifice. Et il explique de façon très bien dans un livre un peu compliqué, mais qui s'appelle Métaphysique cannibale, que vous pouvez lire, traduit en français. On franchit, toujours Viveiro de Castro, on franchit le seuil d'un autre régime socio-économique lorsque le chaman devient le sacrificateur d'autrui, lorsqu'il devient par exemple l'exécuteur des victimes humaines, l'administrateur des sacrifices offerts par les puissants. C'est ici qu'on va se profiler derrière la figure du chaman l'ombre de celle du prêtre. La différence remarquable entre le cannibalisme tupi et les rituels du sacrifice renvoie à des ordres socio-économiques radicalement hétérogènes, et notamment à la présence ou à l'absence de médiation étatique des prêtres et de leur bureaucratie. L'institution du sacrifice ne découle pas de la nature humaine, de la violence originaire qui définirait universellement les sociétés comme voudrait Girard. Elle est le résultat d'une opération politique d'appropriation par l'État, les prêtres et les bureaucrates, des pratiques immanentes du chaman. Lorsqu'on parle de sacrifice, on a déjà franchi le seuil de la constitution des formations politiques transcendantes. Donc, la dette originaire, ce n'est pas une fait de nature humaine, elle n'est pas liée à la nature de l'homme. C'est le résultat d'un projet politique, d'une victoire politique de certaines forces sur d'autres. Les sociétés archaïques ont été pratiquement défaites, les sociétés archaïques dans le sens que les sécurités ont été défaites. Il y a l'émergence des empires, l'émergence de l'État, voilà. Sacrifice et transcendance naissent ensemble. Donc sacrifice et transcendance naissent ensemble. Et ne constituent en aucun cas une origine primordiale, mais une victoire politique sur d'autres modes d'organisation et d'autres conceptions du monde et du cosmos. L'institution des sacrifices par les dites hautes cultures andines et méso-américaines marquerait la capture du chamanisme par l'État,
la fin du bricolage cosmologique du chaman, le début de l'ingénierie théologique du prêtre. Donc vous voyez, et c'est ça, l'école de la régulation est très attachée à cette histoire parce qu'elle peut justifier pratiquement sa théorie de l'État. L'école de la régulation a une théorie de l'État, donc une théorie de l'émission monétaire, qui est liée fondamentalement à cette fonction de pacification des médiations. L'État, il n'était pas, donc selon la théorie contemporaine maintenant de l'école de la régulation, il y a la monnaie privée, les dettes privées si vous voulez, les dettes sociales, et l'État qui fonctionne comme institution super partes, hein, qui fait circuler et contrôle les monnaies. Donc, c'est l'intérêt public, si vous voulez, l'intérêt général, représenté par l'État, hein, contre l'intérêt privé, donc les entreprises et les dettes sociales du welfare. C'est ça, c'est fondamentalement leur théorie. C'est une continuation du républicanisme français, si vous voulez, de mon point de vue. Donc, les économistes de la monnaie de l'école de la régulation donnent de l'holisme de la transcendance du collectif une évaluation positive a priori, puisqu'ils s'opposeraient à l'individualisme du marché et à l'homo economicus, alors qu'il constitue une forme de pouvoir centralisatrice tout aussi intolérable que l'individualisme du marché. De la même manière que Girard projette son intégrisme religieux monothéiste sur les sociétés qui ne l'étaient pas, la théorie économique hétérodoxe projette, avec la dette de vie, son besoin de médiation institutionnelle, étatique, sur des sociétés qui étaient organisées pour essayer de la conjurer. Donc cette médiation institutionnelle, elle est expliquée par exemple dans le fonctionnement de la crise, si vous voulez, je peux dire deux mots après sur cette histoire, hein, parce que cette théorie, on voit très bien comment, à mon avis, elle ne marche pas à l'intérieur de la crise qu'on est en train de vivre.